On lui avait dit qu'elle ne valait rien. On lui avait dit qu'elle était née pour servir, alors que toutes les autres filles du bal de la lune cramoisie luttaient pour attirer l'attention du roi Alpha. Sarafina était dans la boue, soignant les blessures d'une mendiante sur laquelle tout le monde avait craché. Elle ne le faisait pas pour une récompense, ni pour obtenir une reconnaissance. Elle le faisait parce qu'elle savait ce que l'on ressentait à être invisible. Mais Sarafina ignorait que la vieille femme fragile qui tremblait entre ses bras n'était pas du tout une mendiante. C'était la femme la plus puissante du monde des loups-garous, la mère du roi Alpha, disparue depuis 20 ans. Et le roi, lui, observait. La pluie à Seattle était implacable, comme si elle avait été conçue pour détremper les semelles fines des baskets en toile usée de Sarafina. Elle ne courait pas, elle avançait avec peine. Les lourdes housses de vêtements suspendues à son épaule pressaient sa clavicule, laissant des marques rouges et vives qui se transformeraient probablement en bleu d'ici le matin. Plus vite, espèce de traîne savate, si l'humidité abîme la soie, je me servirai de toi comme tapis, cria une voix depuis le siège arrière de la Mercedes noire tournant au ralenti. Lydia, la Luna de la meute de Silver Creek, n'aimait pas attendre. À ses côtés siégeait sa fille, Bianca, qui vérifiait son maquillage dans le miroir de courtoisie, nullement perturbée par le fait que Sarafina transportait des robes sur mesure d'une valeur de 3000 $ sous un orage. « J'arrive, Luna Lydia », murmura Sarafina, bien que le vent emporte sa voix. Elle atteignit la voiture, essoufflée, et déposa soigneusement les sacs dans le coffre. Avant qu'elle ne puisse le fermer, Bianca se pencha, sa main parfaitement manucurée serrant une tasse de latte macchiato à moitié vide. Avec un ricanement qui n'atteignit pas ses yeux bleus et froids, elle versa le café sucré et tiède sur l'asphalte, éclaboussant les tibias de Sarafina. « Oups !» dit Bianca, d'une voix dégoulinante d'une fausse compassion. « Quelle maladroite ! Tu ferais mieux de te nettoyer, Sarafina. Tu pues le chien mouillé et la caféine bon marché. Nous ne pouvons pas te laisser nous embarrasser au rassemblement de ce soir. »« Je viens ?» demanda Sarafina, s'immobilisant, le cœur battant contre ses côtes. Depuis 3 ans, depuis que ses parents étaient si morts dans la guerre contre les parias et que Lydia avait pris le contrôle de la meute, Sarafina avait été dégradée de loup de rang à servante glorifiée. Les Oméga n'allaient de pas au grand rassemblement. Ils restaient au sous-sol à récurer les sols. Lydia rit, un son sec, semblable à un jappement. « Oh, ma chérie, tu n'y participes pas. Le roi Alpha Kiran organise le bal pour trouver une compagne. Chaque meute est tenue d'apporter son personnel de service pour gérer le surplus de travail. Tu feras la vaisselle et tu tiendras les manteaux. Ne te fais pas d'idées. » L'espoir dans la poitrine de Sarafina se brisa, mais elle garda un visage impassible. « Oui, Luna, monte devant, » ordonna Lydia, et ne touche à rien. Alors que la voiture filait vers le domaine Valencia, terrain neutre où la meute royale organisait ses événements, Sarafina regardait par la fenêtre. Elle avait 21 ans. Elle ne s'était pas encore transformée. Dans le monde des loups-garous, si vous ne vous étiez pas transformé avant 20 ans, vous étiez souvent considéré comme dépourvu de loup ou défectueux. C'était le dernier clou de son cercueil. Pas de loup, pas de statut, pas de famille. Elle avait entendu les rumeurs sur le roi Alpha Kiran. On l'appelait le boucher silencieux. Il avait pris le trône 5 ans plus tôt, après l'assassinat de son père. Il était impitoyable, froid et efficace. Mais les tabloïds se concentraient sur autre chose. Son obsession à retrouver sa mère, la reine Dahaja Isidora, disparue pendant le coup d'État qui avait tué son père. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres qu'elle était devenue folle et s'était enfuie dans les terres sauvages. Sarafina se moquait des rois ou des reines. Elle voulait juste survivre à la nuit sans que Lydia ne trouve une raison de l'enfermer à nouveau à la cave. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine Valant, la magnificence était étouffante. Des lustres grands comme des petites voitures pendaient au plafond de la grande salle. L'odeur était envahissante, un mélange de phéromones coûteuses, de cerfs rôtis et d'un relent métallique de puissance. Les loups alpha de tout le territoire nord-américain se pavoisaient, le torse bombé. « Va à l'entrée de service !» siffla Bianca, en lui jetant son manteau dans les bras. « Et si tu vois l'Alpha Colton de la meute de Red River, dis-lui que je porte la robe rouge. » Sarafina baissa la tête et s'éclipsa, devenant invisible. C'était son super pouvoir. Elle était le fantôme dans la machine. Elle trouva la responsable du personnel de restauration, une humaine stressée nommée Madame Higgins, et fut immédiatement assignée au patio extérieur. « Il gèle là dehors », s'excusa Madame Higgins. « Mais les chauffages fonctionnent par intermittence, et nous avons besoin de quelqu'un pour débarrasser les verres des fumeurs. Voici un blazer. » Le blazer était de taille trop grand, mais Sarafina fut reconnaissante pour la chaleur. Elle prit un plateau et sortit dans l'air piquant de la nuit. Le patio était moins fréquenté.
Des loups de haut rang se tenaient en groupe, fumant des cigares et se vantant de leurs frontières territoriales. Sarafina se déplaçait en silence, ramassant les flûtes vides. Elle était près de la bordure du jardin, là où les haies taillées rencontraient la forêt sombre et épaisse, quand elle l'entendit, une toux humide, râlante et douloureuse. Sarafina s'arrêta. La plupart des loups l'auraient ignorée. La faiblesse était méprisée dans leur culture. Mais la mère de Sarafina lui avait enseigné autre chose avant de mourir. La force ne réside pas dans la puissance de ta morsure, Sarah. Elle réside dans ceux que tu protèges. Elle suivit le son. Caché dans l'ombre d'un grand chêne, affalé contre l'écorce rugueuse, se trouvait un tas de chiffons. Non, pas des chiffons. Une femme. Elle semblait d'un âge immémorial. Ses cheveux gris étaient emmêlés de feuilles et de boue. Sa peau était fine comme du papier, révélant les veines bleues sous-jacentes. Elle portait un manteau de laine usé, qui sentait le moisi et la terre ancienne. Elle tremblait si violemment que ses dents claquaient de manière audible. Sarafina se retourna pour regarder le patio. Un groupe de jeunes alphas, dont un garçon nommé Tran qui l'avait tourmenté au lycée, se tenait à seulement 6 mètres de là, en riant. Ils avaient dû la voir. Ils s'en moquaient, tout simplement. Sarafina laissa tomber son plateau sur un banc de jardin. Elle ne se souciait plus de son travail. Elle se précipita et s'agenouilla dans la boue, ruinant sa seule paire de collants noirs. « Madame » chuchota Sarafina en tendant la main. « Est-ce que vous m'entendez » La vieille femme tressaillit, se recroquevillant comme si elle s'attendait à un coup. Ses yeux étaient voilés par la cataracte, laiteux et flous. « Non, s'il vous plaît, je ne l'ai pas volé. Ce n'est pas moi. »« Non, tout va bien, » roucoula Sarafina, sa voix se faisant murmure rassurant. « Je ne vous ferai pas de mal. Vous êtes gelé, froid, » croassa la femme. « Si froid. Mon garçon. Je dois trouver mon garçon. Nous le trouverons, » promit Sarafina, même si elle doutait que cette femme ait quelqu'un ici. C'était un gala de milliardaires, et cette femme semblait sortie d'un livre d'histoire sur la Grande Dépression. Sarafina n'hésita pas. Elle retira son blazer de serveuse trop grand. Elle ne resta qu'avec son mince chemisier blanc, le vent mordant immédiatement sa peau, mais elle enveloppa la veste autour des épaules fragiles de la vieille femme. « Et, toi, la servante ?» Sarafina se figea. Elle leva les yeux et vit Bianca en haut des marches du patio, flanquée de 2 autres filles de haut rang, Tiffany et Chloé. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» hurla Bianca, faisant tourner les têtes. « Cette chose est une paria, une intruse, et toi, tu la prends dans tes bras. »« Elle est malade, Bianca, » dit Sarafina en se levant, tout en gardant son corps entre la vieille femme et sa demi-sœur. « Elle a besoin d'un médecin. Regarde-la. Elle a besoin d'être piquée. » rit Tiffany en sirotant son champagne. « Mon Dieu, l'odeur arrive jusqu'ici. Appelez la sécurité. Dites-leur que nous avons un rat dans le jardin. »« Non !» s'exclama Sarafina. La force de sa propre voix la surprit. « C'est une aînée. Où est votre honneur ?» Le visage de Bianca vira au rouge. Une oméga qui lui répondait en public. Elle descendit les marches d'un pas rageur, ses talons claquant sur la pierre. « Mon honneur ? Tu oses me parler d'honneur, toi, l'anomalie sans loup ?» Bianca leva la main. L'air crépita d'énergie alpha. Elle allait utiliser son commandement pour forcer Sarafina à s'agenouiller. Mais avant que Bianca ne puisse parler, la vieille femme poussa un cri de douleur en se tenant la poitrine. Sarafina ignora complètement Bianca. Elle retomba à genoux, accueillant la vieille femme sur ses jambes. « Respirez, respirez avec moi, restez avec moi. » Elle commença à frictionner les mains glacées de la femme, essayant de lui transférer sa propre chaleur corporelle. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Bianca, réalisant qu'elle était ignorée. Elle décocha un coup de pied avec son talon aiguille effilé, visant la jambe de la vieille femme. Sarafina vit le coup arriver. L'instinct prit le dessus. Elle se jeta sur la vieille femme, recevant le talon aiguille droit dans les côtes. Crac. La douleur explosa dans le flanc de Sarafina, lui coupant le souffle. Elle haleta, se recroquevillant encore plus autour de l'étrangère. « Tu es pathétique !» cracha Bianca. « La sécurité arrive. J'espère qu'ils vous jetteront toutes les 2 au cachot. » Bianca fit demi-tour et retourna à la fête, ses amis ricanant derrière elle. Sarafina gémit, sentant un goût de cuivre dans sa bouche. Ses côtes étaient bel et bien cassées, mais elle regarda la vieille femme. Celle-ci la fixait, et pendant 1 seconde, le voile laiteux dans ses yeux sembla s'éclaircir. Il y avait là une acuité, une intelligence. « Pourquoi ?» chuchota la vieille femme. « Pourquoi avoir pris le coup ?» Sarafina esquissa un faible sourire douloureux. « Parce que vous êtes la mère de quelqu'un. Et si ma mère était là, j'aimerais que quelqu'un en fasse autant pour elle. » La main de la vieille femme, étonnamment forte, saisit le poignet de Sarafina. « Quel est ton nom ?»
Mon enfant. Sarafina. Sarafina. La femme testa le nom en hochant lentement la tête. Celle qui brûle, l'ange. Soudain, la musique à l'intérieur de la grande salle s'arrêta. Le brouhaha s'éteignit instantanément. Un silence tomba sur tout le domaine, si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré du monde. Les lourdes doubles portes du patio s'ouvrirent, et Kiran, le roi Alpha, en sortit. Kiran ne marchait pas. Il s'avançait avec la souplesse d'un prédateur. Il était plus grand que sur les photos, dépassant facilement le mètre 95, avec des épaules larges, qui tendaient son smoking gris anthracite sur mesure. Ses cheveux étaient noirs de jais, peignés en arrière, mais assez décoiffés pour suggérer qu'il y avait passé les mains de frustration. Mais c'étaient ses yeux qui terrifiaient les gens. Ils étaient dorés, non pas de l'ambre chaud d'un loup normal, mais de l'or froid et dur d'un prédateur fixant sa proie. Il s'arrêta en haut des marches de pierre. Son bêta, un homme massif nommé Tobias, se tenait juste derrière lui, l'air anxieux. Les narines de Kiran se dilatèrent. Il inspira profondément, le torse bombé. « Mon roi », chuchota Tobias. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?»« Je le sens », grogna Kiran. Sa voix était un grondement sourd qui fit vibrer la poitrine de toutes les personnes présentes. Le sang et l'ozone, la pluie. Il ne sentait pas l'odeur de la tempête. Il sentait l'odeur de sa compagne. En bas, dans le jardin, caché par les ombres du chêne, Sarafina sentit une décharge électrique parcourir sa colonne vertébrale. C'était plus fort que la douleur de ses côtes cassées. On aurait dit qu'un crochet avait saisi son nombril et l'a tiré vers l'avant. Elle leva les yeux à travers une brèche dans les haies. Son regard croisa le sien. Pendant une seconde, le monde vacilla. Kiran descendit les escaliers. Il ne regarda pas les alphas qui s'inclinaient devant lui. Il ne regarda pas les femmes qui battaient des cils. Il marcha droit vers la boue, l'obscurité et l'oméga. Bianca, voyant le roi approcher, s'illumina. Elle s'ajusta rapidement les cheveux et se mit sur son chemin, lui barrant la vue du jardin. « Votre Majesté » roucoula Bianca, se fendant d'une révérence profonde qui mettait en valeur son décolleté. « Je suis Bianca de Silver Creek. C'est un honneur. Pousse-toi » dit Kiran. Il ne regarda même pas son visage. Il l'écarta du revers de la main, sans violence, mais avec la nonchalance avec laquelle on chasse une mouche. Bianca bascula en arrière, haletante, humiliée devant toute l'élite. Kiran continua de marcher jusqu'à ce que ses chaussures en cuir italien touchent la boue. Il s'arrêta à 1 mètre de Sarafina et du tas de chiffons. Le cœur de Sarafina battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Elle était à genoux dans la boue, tenant une sans-abri dans ses bras, les côtes cassées. Elle ressemblait à un désastre. Kiran la regarda de haut en bas. Son regard était intense, analysant chaque centimètre de son visage. Puis ses yeux se portèrent sur le blazer enveloppé autour de la vieille femme. Il vit l'emblème de Silver Creek sur le revers. « Tu es blessé », dit Kiran. Ce n'était pas une question. « Je vais bien, votre majesté », chuchota Sarafina, baissant la tête en signe de soumission. « S'il vous plaît, pardonnez le dérangement. Cette femme avait juste besoin d'aide. Je l'accompagnais seulement à la grille. »« À la grille ?» répéta Kiran. Il fit un pas de plus. L'électricité entre eux augmenta. « Pourquoi porte-t-elle une veste du personnel ?»« Parce qu'elle avait froid », dit simplement Sarafina. Kiran s'accroupit. Pour un homme de sa carrure, le mouvement fut fluide et gracieux. Il était maintenant au niveau des yeux de Sarafina. De près, il était d'une beauté dévastatrice. Mais une cicatrice traversait son sourcil gauche, lui donnant un air dangereux. Il tendit la main. Sarafina tressaillit, s'attendant à ce qu'il la frappe pour avoir dérogé à sa place. Au lieu de cela, sa main se posa sur sa joue. Son pouce essuya une tache de terre. « Compagne », chuchota-t-il. Le mot fut si bas que Sarafina crut l'avoir imaginé, mais alors la vieille femme dans ses bras se remit à tousser. Une quinte de toux violente qui secoua son corps fragile. Les yeux de Kiran passèrent de Sarafina à la vieille femme. Ses yeux dorés s'écarquillèrent. L'arrogance, la froideur, le masque royal, tout disparut en un battement de cils. Il fixa les mains de la femme. À son auriculaire, caché sous des couches de saleté, se trouvait une bague. C'était de l'argent simple, torsadé pour former un loup poursuivant la lune. Kiran s'arrêta de respirer. « Mère !» Le murmure brisa le silence du jardin. La foule sur le patio eut un haut le cœur. Les chuchotements éclatèrent comme un feu de forêt. La mère, la reine d'Aaja, la vieille mendiante folle, la vieille femme leva lentement la tête. Elle regarda l'homme puissant agenouillé dans la boue devant elle. Une larme traça un sillon propre à travers la saleté sur sa joue. « Kiran !» croissa-t-elle. « Mon petit loup !»
Kiran émit un son qui était à moitié un sanglot, à moitié un grondement. Il se moquait de son smoking. Il tomba à genoux dans la boue, enveloppant ses bras énormes autour de la femme fragile, enfouissant son visage dans ses cheveux sales et emmêlés. « Je t'ai retrouvé, balbutia-t-il. Je t'ai cherché partout. J'ai brûlé des villes pour te retrouver. Elle m'a sauvé, chuchota la reine-mère, pointant un doigt tremblant vers Sarafina. Les autres m'ont frappé. Ils ont ri. Mais elle a pris un coup pour moi. Elle m'a donné sa chaleur. Kiran se redressa lentement. Il regarda sa mère, puis tourna lentement la tête pour regarder Sarafina. L'expression dans ses yeux avait changé. La douceur qu'il avait montrée à sa mère avait disparu. À sa place, se trouvait un feu féroce et possessif. Il se leva, dominant tout le monde. Il se pencha et, avec une fermeté délicate, mit Sarafina debout. « Qui t'a frappé ?» demanda Kiran. Sa voix était assez forte pour être entendue de tout le rassemblement. « Ma mère a dit que tu avais pris un coup. Qui a frappé ma compagne et ma mère ?» Le silence était assourdissant. Sarafina vacilla, la douleur à ses côtes se réveillant. Elle ne pouvait pas parler. Kiran se tourna vers la foule sur le patio. Son aura s'embrasa, un poids écrasant de puissance alpha qui força plusieurs personnes à s'agenouiller. « Je ne le demanderai qu'une seule fois », rugit Kiran, qui leur a donné des coups de pied. Tous les regards se tournèrent vers Bianca. Elle était livide, sa peau couleur de cendre. Elle tremblait, reculant vers la porte. « Je ne savais pas, votre majesté. » Elle ressemblait à une paria. Je protégeais la meute. « Protégeais ?» Kiran se dirigea à grands pas vers les marches. « Tu as frappé une aînée sans défense. Tu as cassé les côtes de la femme qui porte mon âme. »« Non, s'il vous plaît » hurla Bianca, alors que Kiran montait sur le patio. « C'était une erreur. Sarafina n'est personne. C'est juste une servante. Elle est sans loup. Elle est votre reine » hurla Kiran. La déclaration resta suspendue dans l'air. Kiran se tourna de nouveau vers Sarafina. Il n'attendit pas qu'elle marche vers lui. Il retourna dans le jardin, la souleva dans ses bras, à la manière d'une mariée, comme si elle ne pesait rien, et regarda son bêta. « Tobias » ordonna Kiran. « Appelle immédiatement le médecin royal et fais en sorte que les gardes arrêtent cette femme. » Il désigna Bianca et toute sa famille. « Personne ne part tant que je n'ai pas compris pourquoi ma compagne a vécu comme une servante dans sa propre meute. » Sarafina posa sa tête sur la poitrine de Kiran. Elle pouvait sentir son cœur battre, un rythme régulier et puissant. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas froid. « Je te tiens » chuchota Kiran dans ses cheveux, alors qu'il la portait vers la grande salle, la foule s'ouvrant comme la mer Rouge. « Je te tiens, et je ne te laisserai plus jamais partir. » Alors qu'il passait devant l'endroit où Bianca était menottée par les gardes royaux, Sarafina vit le visage de sa demi-sœur. Il était tordu par la peur et la haine. Mais Sarafina ne ressentit aucune joie, seulement de l'épuisement. Elle ferma les yeux. « Ne t'endors pas tout de suite, petit loup » murmura Kiran. « La nuit ne fait que commencer. » Kiran se déplaça à travers le domaine Valente comme un bélier vêtu d'un smoking. Il ne prêta aucune attention aux centaines de visages stupéfaits, aux flûtes de champagne renversées ou aux chuchotements frénétiques qui suivèrent son sillage. Son monde entier s'était réduit au poids léger entre ses bras et à la respiration superficielle et douloureuse contre son torse. Il porta Sarafina au-delà des cordons de velours qui gardaient en l'aile royale, une zone interdite à quiconque, en dehors de la lignée immédiate et de leur protecteur assermenté. Tobias, son bêta, était déjà au téléphone, aboyant des ordres pour sécuriser le périmètre et convoquer le docteur Eristorn, le médecin royal connu pour son expertise en traumatisme et conditions lycanthropiques rares. Kiran ouvrit d'un coup de pied la porte de la suite principale. Sa suite. C'était un espace dominé par l'acajou sombre, les soies indigo profonds et un immense lit à baldaquin digne d'un roi. Il allongea délicatement Sarafina sur la couette en coton égyptien. Le contraste frappant entre le luxe de la literie et le blazer de serveur surdimensionné incrusté de boue qu'elle portait fit grogner son loup furieusement dans son esprit. « Ils ont traité notre reine comme un déchet. Ne me quitte pas » chuchota Sarafina, ses yeux s'ouvrant et se fermant. Ils étaient de flou, voilés par la douleur. « Jamais » jura Kiran, s'agenouillant près du lit et prenant sa petite main froide dans les siennes. Son aura alpha, habituellement une arme terrifiante utilisée pour dominer, s'adoucit en une couverture chaude et enveloppante conçue pour l'apaiser. « Je suis juste là. Tu es en sécurité maintenant, Sarafina. Plus personne ne te fera de mal. » La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer le docteur Thorne, un homme aux cheveux gris avec des yeux vifs et intelligents, suivi de près par la reine Isidora. Isidora avait refusé d'être séparée de la jeune fille. Pendant le court trajet à travers le domaine,
Tobias avait réussi à poser un châle chaud sur les épaules de la reine-mère, mais elle était toujours sale, sa présence étant un rappel brutal des 20 années de souffrance qu'elle avait endurées. « Mon fils », dit Isidora, sa voix désormais plus forte, alimentée par l'adrénaline et l'instinct maternel. « Laisse le docteur travailler. Elle est forte, mais elle est blessée. » Kiran recula à contre-cœur pour laisser le passage au docteur Thorne, mais il refusa de lâcher la main de Sarafina. Alors que le docteur Thorne commençait à découper avec précaution le blazer ruiné et le mince chemisier en dessous, Kiran dut détourner le regard. Son torse était une carte de la négligence. Ses côtes étaient d'un violet et d'un noir profond, là où le talon de Bianca l'avait frappé. Mais ce n'était que la blessure la plus récente. Il y avait des cicatrices plus anciennes, de fines lignes blanches sur son dos qui ressemblaient étrangement à des marques de fouet et des traces de brûlure sur ses avant-bras, suggérant des accidents de cuisine jamais soignés convenablement. Un grondement sourd et vibrant s'échappa de la gorge de Kiran. Les fenêtres de la suite tremblèrent dans leur cadre. « Maîtrisez-vous, Alpha », dit sèchement le docteur Thorne, sans lever les yeux alors qu'il appliquait un onguent rafraîchissant et anesthésiant sur le flanc de Sarafina. « Votre colère fait grimper vos phéromones en flèche. Vous lui faites peur. » Kiran se figea. Il regarda en bas et vit Sarafina tressaillir, son pouce accélérant sous son pouce. Il réprima immédiatement sa rage, forçant son énergie au calme. « Pardonne-moi, petit loup », murmura-t-il, embrassant ses phalanges. « Oh, 3 côtes cassées », diagnostiqua efficacement le docteur Thorne. « Un poumon perforé est possible, mais peu probable. Grave malnutrition, déshydratation, exposition. » Il s'interrompit, son scanner planant au-dessus du cœur de la jeune fille. Il fronça les sourcils, de profonds plis se formant sur son front. « Qu'y a-t-il » demanda Kiran, le cœur bondissant dans sa gorge. « Est-ce qu'elle meurt ?»« Non, votre majesté. C'est juste que... » Le docteur Thorne tapota le scanner. « Elle a 21 ans, c'est bien ça ? Et elle ne s'est pas transformée. Selon les registres de Silver Creek, elle est sans loup, » intervint Tobias depuis le seuil, tablette en main. Déclassée au statut d'Oméga il y a 3 ans après ne pas s'être manifestée. Le docteur Thorne secoua lentement la tête. « Elle n'est pas sans loup. Je détecte une quantité massive d'énergie lupine latente stockée dans son noyau. Elle est dense, trop dense. C'est comme si quelque chose l'emprisonnait. » Isidora s'avança, posant une main tremblante sur le front de Sarafina. La reine-mère ferma les yeux, inspirant profondément. « Ce n'est pas une cage qu'elle s'est construite elle-même, » chuchota Isidora, ses yeux s'ouvrant pour révéler une fureur profonde, égale à celle de son fils. Elle sent l'aconie, le tulou et autre chose. Quelque chose d'ancien, conçu pour réprimer. Kiran se leva lentement. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Tu es en train de dire qu'elle a été empoisonnée pour l'empêcher de se transformer ?»« Pendant des années, » confirma Isidora. « Quelqu'un ne voulait pas seulement qu'elle soit soumise, Kiran. Il voulait qu'elle soit effacée. » Kiran lâcha délicatement la main de Sarafina. Il se tourna vers Tobias. Ses yeux dorés étaient dénués d'humanité. « Amène-moi, Lydia », commanda-t-il d'une voix basse. « Amène-moi la fille qui a cassé les côtes de ma compagne. Amène-les dans les cellules de détention. J'ai l'intention d'obtenir des réponses, et peu m'importe la quantité de sang que je devrais verser pour les avoir. » Les cellules de détention sous le domaine Valencia étaient des chambres en granit insonorisées, conçues pour interroger les alpha-parias pendant les guerres. Elles étaient froides, humides, et sentaient vaguement l'eau de Javel et la peur ancienne. Lydia et Bianca étaient assises sur des chaises en métal inconfortables au milieu de la cellule 3. Bianca sanglotait de manière incontrôlable, le mascara coulant sur son visage en traînées noires. Sa coûteuse robe rouge était froissée et elle avait perdu l'un de ses talons aiguilles lors de l'altercation avec les gardes. Lydia, cependant, se tenait droite comme un piquet. La Luna de Silver Creek était pâle, mais essayait désespérément de maintenir un air de dignité offensé. Elle lissa sa jupe en soie, refusant de regarder la vitre sans teint derrière laquelle elle savait que le roi Alpha se trouvait. La lourde porte en fer grinça en s'ouvrant. Kiran n'entra pas. Il se matérialisa depuis les ombres. Il avait retiré sa veste de smoking et relevé les manches de sa chemise, révélant des avant-bras noueux de muscles. L'air devint instantanément lourd de sa dominance, un poids écrasant qui rendait la respiration difficile. Bianca gémit et essaya de se cacher derrière sa mère. Lydia se contenta de contracter la mâchoire. Kiran tourna lentement autour d'elle comme un requin en eau peu profonde. Il ne parla pas pendant une longue minute angoissante. Il laissa simplement sa présence éroder leur calme. « Tu as une belle maison, Lydia », dit enfin Kiran, d'une voix familière, mais totalement dénuée de chaleur. « Mon bêta supervise actuellement une fouille approfondie.
en particulier du sous-sol, où, d'après ce que j'ai compris, ma future reine a résidé ces 3 dernières années. Lydia s'éclaircit la gorge. « Votre Majesté, il y a un terrible malentendu. Sarafina est une fille instable. Après la mort de ses parents, elle a refusé de s'intégrer. Elle préférait la solitude des étages inférieurs. Nous avons simplement accédé à ses désirs. » Fracas! Kieran abattit son poing sur la table en métal boulonné au sol. L'acier se cabossa sous l'impact. Bianca hurla. « Ne me mens pas !» grogna Kieran, s'approchant à 1 centimètre du visage de Lydia. « Mon médecin a trouvé des cicatrices sur son dos qui correspondent à la cravache de monte que j'ai vue accrochée dans ton hall sur les images de sécurité. Il a trouvé des traces d'empoisonnement à long terme à l'aconite dans son sang. » Lydia tressaillit, sa façade se fissurant. « De l'aconite ? C'est absurde. Pourquoi empoisonnerais-je une oméga inutile ? C'est toute la question, n'est-ce pas ? » Kieran se recula, croisant les bras. Pourquoi se donner tant de mal pour réprimer un loup dont tu affirmes qu'il n'existe pas ? Pourquoi battre une fille dont tu prétends prendre soin ? Et pourquoi ? Il tourna son regard vers Bianca, qui s'écrasa sous son poids. Ta fille s'est-elle sentie autorisée à agresser une aînée et à casser les côtes d'un membre de la meute en public ? Elle me protégeait, cria Bianca, désespérée. Sarafina est bizarre, elle nous fixe tout le temps. Maman a dit que nous devions la garder sous contrôle, sinon elle causerait des ennuis. Tais-toi, idiote, siffla Lydia à sa fille. Mais Kieran en avait assez entendu. C'était donc la peur, conclut-il. Vous n'étiez pas seulement cruelle, vous aviez peur d'elle. Pourquoi ? Lydia resta obstinément silencieuse, fixant le mur. Très bien, dit froidement Kieran. Tobias. Tobias entra dans la pièce, tenant un épais dossier de manille. Il l'ouvrit et commença à lire à haute voix. Les registres financiers de la meute de Silver Creek montrent qu'à la mort du bêta Marcus et de sa compagne, les parents de Sarafina, un fonds fiduciaire substantiel a été établi pour ses soins, censé être débloqué lors de sa première transformation. Ce fonds est actuellement vide. L'argent a été transféré au cours des 3 dernières années sur des comptes appartenant à Lydia et Bianca Thorne pour des dépenses opérationnelles, y compris des robes sur mesure, des véhicules de luxe et des rénovations domestiques. Kieran regarda Lydia avec un dégoût profond. « Tu as volé son héritage. Tu l'as empoisonné pour l'empêcher de se transformer afin de pouvoir vider ses comptes. Tu l'as réduite en esclavage dans sa propre maison. » Le calme de Lydia vola en éclats. « Nous méritions cet argent. Mon mari était l'alpha, mais Marcus récoltait toute la gloire à la guerre. Nous nous sommes retrouvés avec rien d'autre que sa gamine quand ils sont morts. Elle n'était rien, une charge pour les ressources. Elle est ma compagne, dit Kieran, sa voix basse et létale. Et à partir de cet instant, vous n'êtes plus rien. » Il leva la main. Le commandement royal jaillit de lui, frappant Lydia et Bianca avec une force physique. Moi, Kieran Valiente, roi alpha, par la présente dépouille, Lydia et Bianca Thorne de tout rang et titre. Vous êtes par la présente bannisse. Vous êtes exilés de toutes les terres de meute du territoire nord-américain. Si vous êtes trouvés à l'intérieur de mes frontières après l'aube demain, la sentence sera la mort. Non, hurla Bianca, tombant à genoux. Être banni était de toute façon une condamnation à mort. Cela signifiait chasser seul, être pourchassé par les guerriers de meute, vivre comme un animal. Maman, fais quelque chose. Lydia semblait vaincue, vidée. Mais alors que les gardes s'avançaient pour les emmener, elle leva les yeux vers Kieran avec un étrange petit sourire amer. « Tu penses avoir gagné, roi ?» cracha Lydia. « Tu penses l'avoir sauvé ? Tu n'as fait que réveiller quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Pourquoi crois-tu que nous avons utilisé autant d'aconites ? Ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour le maintenir endormi. »« Maintenir quoi endormi ?» demanda Kieran. « Demande à ta mère, » rit âprement Lydia alors qu'elle était traînée hors de la cellule. « Demande à la vieille reine quelle est la véritable lignée de Sarafina. Tu n'as pas trouvé une reine, Kieran. Tu as trouvé un monstre. » Kieran retourna en courant vers l'aile royale. Les derniers mots de Lydia lui griffèrent l'esprit. Un monstre ? C'était ridicule. Sarafina était la créature la plus douce qu'il ait jamais rencontrée. Lorsqu'il entra dans la suite, l'atmosphère avait changé. L'air était épais, chargé d'électricité statique. Sarafina était réveillée, assise contre les oreillers. Son teint était meilleur. Le danger immédiat était passé grâce au sérum de guérison rapide du Dr Thorne. Mais ses yeux étaient écarquillés, dilatés, et balayaient nerveusement la pièce. Isidora était assise sur une chaise près du lit, tenant une tasse de tisane. La reine-mère semblait transformée. Après une douche et vêtue de vêtements propres, bien qu'empruntés,
Sa noblesse naturelle était revenue. Malgré son corps fragile, ses yeux étaient un trop perçants, anciens et remplis d'une terrible connaissance. « Kiran », dit Isidora, sa voix ferme, « ferme la porte, scelle la pièce. Personne n'entre, pas même Tobias. » Kiran hésita, mais l'urgence dans le ton de sa mère le fit obéir. Il actionna les verrous biométriques. « Qu'est-ce qui se passe ? Lydia a dit quelque chose. Lydia est une idiote qui a touché à des choses qu'elle ne comprenait pas. » L'interrompit Isidora. Elle se tourna vers Sarafina. « Ma chère, dis-moi ce que tu ressens en ce moment. » Sarafina regarda Kiran, ses yeux implorant d'être rassurés. Quand il hocha la tête, elle chuchota. « Ça brûle à l'intérieur comme des charbons ardents dans mon estomac, et je ressens les choses trop fort. Les battements de cœur, la climatisation, ça fait mal. L'aconite quitte son système, » expliqua Isidora à Kiran. « La répression se brise. 10 ans d'énergie refoulée essaient de remonter à la surface d'un coup. Tu es en train de te transformer. » Kiran s'approcha du lit, s'asseyant sur le bord. « Mais Thorn a dit que tu étais trop faible. »« Elle ne fait pas que se transformer, Kiran, » dit gravement Isidora. Elle tendit la main et toucha une petite tache de naissance, presque invisible, à la base du cou de Sarafina, un croissant de lune coupé par une ligne brisée. Isidora regarda son fils, ses yeux dorés sombres. « Sais-tu pourquoi j'ai fui il y a 20 ans ? Pourquoi j'ai laissé tout le monde croire que j'étais morte ou folle ? À cause des assassins qui ont tué père, » répondit Kiran. « Non, la mort de ton père a été une tragédie, mais j'aurais pu les combattre. J'ai fui parce que j'ai découvert quelque chose que la faction des parias cherchait réellement, quelque chose de bien plus dangereux qu'un coup d'état politique. » Isidora désigna Sarafina. Il traquait sa lignée. Sarafina se recroquevilla contre les oreillers. « Ma lignée ? Mes parents n'étaient que des bêtas. Tes parents adoptifs étaient des bêtas, » la corrigea doucement Isidora. « Des âmes courageuses qui t'ont recueilli lorsque tes véritables parents ont été massacrés. » Kiran sentit un frisson le parcourir. « Mère, parle clairement. Qui est-elle » Isidora prit une profonde inspiration, avant que les grandes meutes ne soient formées. Avant qu'il n'y ait des rois alpha, il y avait les gardiens, les loups de l'ombre lunaire. Kiran se coupa le souffle. C'est un mythe, un conte pour enfants sur des loups guerriers au pelage d'un noir pur qui servait directement la déesse de la lune. Ils se sont éteints il y a des siècles. Ils ne se sont pas éteints. Ils se sont cachés parce que leur pouvoir était trop grand, trop déstabilisant pour les meutes normales. Leurs loups sont plus grands, plus rapides et immunisés contre le commandement alpha. Ils naissent protecteurs, mais s'ils ne sont pas entraînés ou s'ils sont réprimés trop longtemps, Isidora s'interrompit, regardant Sarafina avec inquiétude. Ils deviennent incontrôlables, conclut Kiran, l'horreur s'insinuant en lui. Soudain, Sarafina hurla. Ce n'était pas un cri humain, c'était un son viscéral, déchirant. Son dos s'arqua violemment sur le lit. Le bruit d'os qui se brise résonna dans la pièce silencieuse, pas brisé par un coup de pied cette fois, mais se cassant et se reformant de l'intérieur. « Ça arrive !» cria le docteur Thorn depuis le coin où il surveillait les appareils. Ses signes vitaux explosent. Sa température corporelle est de 43 degrés. « Kiran, tu dois la maintenir », ordonna Isidora, se levant avec une force surprenante. « Elle a besoin de ton odeur. Elle a besoin d'une encre. Si elle se transforme seule, terrifiée et souffrante, le loup de l'ombre lunaire prendra totalement le dessus. Elle verra tout comme une menace, même toi. » Sarafina retomba sur le matelas, se tordant de douleur. Un pelage sombre et rêche poussait déjà le long de ses bras, déchirant sa blouse médicale. Sa mâchoire s'allongeait, ses cris humains se transformant en grognements de pure agonie et de rage. Les mots de Lydia résonnèrent à nouveau. « Tu as trouvé un monstre. » Kiran n'hésita pas. Il monta sur le lit, serrant contre lui le corps de Sarafina qui se débattait, à moitié transformé. Il libéra son aura alpha, non pas pour dominer, mais pour l'envelopper, l'enfermant dans sa puissance, dans son odeur de pluie et d'ozone. « Je te tiens !» rugit-il par-dessus ses cris, enfouissant son visage dans son cou où le pelage s'épaississait. « Regarde-moi, Sarafina. Concentre-toi sur moi. Tu es ma compagne. Tu es ma reine. Tu n'es pas un monstre. » Les yeux de Sarafina, désormais entièrement noirs de jais sans aucune sclère, s'ancrèrent dans les siens, le grondement profond dans sa poitrine s'interrompant. Pendant une seconde, l'intellect humain lutta contre l'ancienne bête torturée qui remontait à la surface. Puis, avec un ultime hurlement qui secoua la terre et brisa les fenêtres renforcées de la suite royale, la transformation l'emporta. Le silence qui suivit le hurlement était plus terrifiant que le bruit lui-même. Le verre renforcé des baies vitrées gisait en éclats scintillants sur les tapis persans.
Le vent froid de la nuit venant de la forêt s'engouffra dans la suite, faisant tourbillonner les rideaux et éteignant les bougies. Kiran fut projeté en arrière contre la lourde armoire en chêne par la force pure de la décharge d'énergie. Il gémit, secouant la tête pour dissiper le sifflement dans ses oreilles. Son instinct alpha lui hurlait « Danger! Prédateur! Combat !» Il se força à ouvrir les yeux. Là où Sarafina s'était tordue sur le lit, une créature se tenait désormais debout. Elle était massive. Un loup gris normal mesure peut-être 75 cm au garrot. Les loups alpha comme Kiran étaient de plus grands, près d'1,20 m. Mais celle-ci était sortie tout droit d'un cauchemar ou d'une légende. Le loup debout sur le matelas mesurait près d'1,50 m au garrot. Son pelage n'était pas seulement noir, il était comme le vide, absorbant la faible lumière du couloir au lieu de la refléter. On aurait dit des ombres et de la fumée solidifiée en muscles et en crocs. « Ne bouge pas », chuchota Isidora. Elle était pressée contre le mur du fond, un bras protecteur sur la poitrine du docteur Thorne. « Ne fais pas un bruit ». Le loup de l'ombre lunaire baissa sa tête massive, humant l'air. Ses oreilles, ornées de longues touffes de poils noirs, se tournèrent vers la porte. Il émit un grondement sourd qui fit vibrer les lattes du parquet. Puis il tourna ses yeux vers Kiran. Ce n'étaient non plus les 12 yeux noisettes de Sarafina, ni les yeux humains dont Kiran était tombé amoureux. C'étaient 2 gouffres d'obsidienne bordés d'une terrifiante lueur violette électrique. Il n'y avait aucune reconnaissance en eux, seulement de l'instinct. « Sarafina », dit Kiran d'une voix basse, levant les mains, paumes ouvertes. « C'est moi. » Le loup grogna, découvrant des dents qui ressemblaient à des poignards dentelés. Il s'accroupit, les muscles se tendant sous son pelage épais, prêt à bondir. « Elle ne te reconnaît pas, Kiran », siffla le docteur Thorne, la panique s'insinuant dans sa voix. La douleur de la transformation a relégué son esprit à l'arrière-plan. C'est de l'instinct pur. Si tu approches, elle te tuera. « C'est ma compagne », dit Kiran, la voix ferme. « Elle ne me tuera pas. » Il fit un pas en avant. Le loup se jeta sur lui. Ce fut un éclair d'ombre. Kiran eut à peine le temps de déplacer son poids avant que la bête massive ne l'épingle contre l'armoire. Le bois craqua derrière lui. Des pattes énormes, lourdes comme des enclumes, s'abattirent sur son torse, lui bloquant les bras. Un souffle chaud et humide lui inonda le visage. Les mâchoires du loup claquèrent à quelques centimètres de sa gorge. Kiran ne se défendit pas. S'il s'était transformé, s'il avait répondu à son agression par l'agression, la pièce se serait transformée en abattoir, et il aurait pu la blesser. « Regarde-moi », ordonna Kiran, plongeant son regard dans ses yeux bordés de violet. Il déversa chaque once de son amour, de son adoration et de sa soumission dans le lien de compagne. « Je suis à toi. Tu es en sécurité. » Le loup se figea. Ses mâchoires restèrent suspendues au-dessus de sa jugulaire. Une goutte de salive atterrit sur le col de Kiran. Soudain, le couloir explosa de bruit. Sécuriser le roi. Brèche dans la suite royale. La porte fut défoncée. Une escouade de 12 gardes royaux en tenue tactique, armés de fusils tranquillisants chargés de fortes doses d'aconite, fit irruption dans la pièce. Le loup de l'ombre lunaire tourna brusquement la tête, grognant contre les intrus. Elle relâcha Kiran et se retourna pour faire face à la menace, le poil sur son dos se hérissant comme des piquants. Elle semblait prête à mettre en pièces toute l'escouade. « Feu !» cria le capitaine de la garde en levant son fusil. « Arrêtez !» rugit Kiran. Le commandement fut si puissant qu'il fit reculer physiquement les gardes. Ils se figèrent, les doigts suspendus sur les détentes. Kiran se releva avec peine, plaçant son corps directement entre le loup monstrueux et les gardes armés. Il écarta les bras, protégeant la bête qui venait de tenter de le tuer. « Si l'un de vous tire une fléchette, » grogna Kiran, ses yeux dorés brillant d'une intention létale, « je lui arrache la gorge avec mes propres dents humaines. »« Mais votre majesté » balbutia le capitaine, fixant le loup noir gigantesque qui surplombait le roi. « Cette chose est un monstre. C'est une menace. Ce monstre, » Kiran cracha le mot vers lui, « est votre reine. » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Les gardes baissèrent leurs armes, la confusion luttant avec le devoir. Kiran tourna le dos aux hommes armés, leur exposant sa nuque sans défense, et fit de nouveau face au loup. Sarafina, ou le loup qu'elle était devenue, tremblait. L'agression s'estompait, remplacée par la confusion. Elle regarda les gardes, puis la fenêtre brisée, puis ses propres pattes massives. Elle émit un petit gémissement aigu, un son de pure terreur. Elle recula, renversant une lourde lampe. Elle était trop grande pour cette pièce. Elle se sentait piégée. Tout doux, roucoula Kiran, s'approchant à nouveau d'elle. « Je sais que c'est effrayant. Tu es grande.
Tu es puissante, mais tu es magnifique. » Il s'arrêta à un demi-mètre. Lentement, délibérément, Kiran inclina la tête sur le côté, exposant son cou, signe ultime de soumission chez les loups. Il était le roi Alpha, le souverain du continent, et il s'inclinait devant elle. « J'ai confiance en toi », chuchota-t-il. Le loup géant se pencha vers lui. Elle huma son cou, son museau froid touchant l'endroit où l'artère pulsait. Elle prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de pluie et d'ozone. Un frisson parcourut sa structure massive. La lueur violette dans ses yeux disparut, les laissant d'un noir profond et expressif. Elle lécha la mâchoire de Kiran, une langue rugueuse et râpeuse qui faillit lui emporter la peau. « Ah voilà !» pleura doucement Isidora dans son coin. Les jambes de Sarafina cédèrent. La chute d'adrénaline la frappa de plein fouet. Elle s'écroula sur le tapis, une montagne de pelage noir gémissant doucement. Kiran fut sur elle en un instant, plongeant ses mains dans sa fourrure épaisse et rêche. « Dr Thorne, évacuez la pièce. Faites sortir les gardes et apportez-moi des couvertures. Des dizaines. » Alors que la pièce se vidait, ne laissant que Kiran, sa mère et le médecin, Kiran s'assit sur le sol, berçant la tête massive du loup sur ses genoux. « Dors, mon amour », chuchota-t-il en lui caressant les oreilles. « Je garde la porte. » Sarafina se réveilla avec une odeur de bois de santal et de pluie. Son corps lui semblait différent, plus lourd, tout en vibrant d'une nouvelle et terrifiante puissance. C'était comme si son sang avait été remplacé par du mercure liquide. Elle cligna des yeux. Elle n'était plus dans les quartiers des serviteurs. Elle était dans l'aile de récupération royale, blottie sous une couette qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Kiran dormait sur la chaise à côté de son lit, sa main serrant la sienne si fort que ses phalanges étaient blanches. « Il n'a pas bougé depuis 6 heures », dit une voix douce venant de l'ombre. Sarafina se tourna et vit la reine Isidora debout près de la fenêtre. La reine-mère avait l'air royale maintenant, la saleté lavée, vêtue d'une robe de velours, mais ses yeux étaient tristes. « Votre Majesté », croassa Sarafina, essayant de se redresser. « Isidora, s'il te plaît », la corrigea doucement la femme âgée. Elle s'approcha et versa un verre d'eau. « Tu m'as sauvé la vie, mon enfant, et la nuit dernière a révélé exactement pourquoi tu as pu le faire. » Sarafina prit l'eau, les mains tremblantes. « Je me suis transformée en monstre. Je l'ai vue dans le reflet de la vitre avant qu'elle n'éclate. Je ressemblais à un démon. »« Pas un démon, » murmura Kiran. Il s'était réveillé instantanément, ses yeux dorés ancrés dans les siens. Il lui serra la main. « Un gardien, un loup de l'ombre lunaire, la race la plus rare de notre histoire. Rare signifie généralement dangereux, » chuchota Sarafina. « Seulement pour ceux qui ont quelque chose à cacher, » dit Kiran sombrement. Et en ce moment, tout le conseil est terrifié. Les lourdes portes en chêne de la chambre s'ouvrirent en grinçant. Tobias, le bêta, entra. Il était pâle, des gouttes de sueur perlant sur son front. « Kiran, » dit Tobias avec urgence, « tu dois venir tout de suite. C'est le haut conseiller Fiona. Il a convoqué un tribunal d'urgence dans la grande salle. Il a amené les exécuteurs. » Kiran se leva, son visage se durcissant en un masque de fureur froide. « Il n'a pas l'autorité nécessaire pour convoquer des exécuteurs chez moi. Il cite l'acte d'abomination, » dit calmement Tobias, regardant Sarafina avec pitié. « Il soutient qu'une menace de classe 5 s'est manifestée. Il est ici pour autoriser une élimination. » Le sang de Sarafina se glaça. « Élimination, exécution, par-dessus mon cadavre, » grogna Kiran. L'air dans la pièce crépita de sa puissance alpha, faisant trembler les cadres des tableaux au mur. « J'arracherai la tête de Fiona avant qu'il ne la touche. »« Non, » dit Sarafina. Le mot était calme, mais portait un poids étrange et résonnant. Ce n'était pas seulement sa voix, c'était la voix du loup en elle. Kiran et Tobias sursautèrent tous les deux. Sarafina fit glisser ses jambes hors du lit. La douleur de ses côtes cassées avait disparu, guérie par la transformation. Elle se sentait plus forte qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. « J'ai passé 3 ans à me cacher dans un sous-sol, laissant Lydia et Bianca me traiter comme un déchet parce que je pensais n'être rien, » dit Sarafina en se levant. Elle saisit un peignoir en soie au pied du lit et l'enfila comme une armure. « Je ne me cacherai plus. Si ce Fiona veut me tuer, il peut me regarder dans les yeux quand il essaiera. » Kiran la regarda, sa colère se transformant en une fierté féroce. Il lui offrit son bras. « Alors allons les présenter à leur reine. » La grande salle était silencieuse comme une tombe. À la longue table d'obsidienne siégeaient les 7 anciens du conseil. En bout de table trônait Fiona. C'était un homme qui ressemblait à un vautour dans un costume sur mesure, chauve, au nez pointu, avec des yeux dépourvus de chaleur. Derrière lui se tenaient 12 exécuteurs, des soldats d'élite vêtus d'armures d'argent, tenant des lances dont la pointe était trempée dans l'aconite.
Lorsque Kiran entra, les anciens s'agitèrent, mal à l'aise. Lorsque Sarafina entra, la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Tu es assis à ma place, Fiona, » dit Kiran, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Bouge avant que je ne te déloge. » Fiona ne s'y pas. Il resta assis, les doigts croisés en pointe. Ce n'est pas une visite de courtoisie, roi enfant. C'est un tribunal. Nous sommes ici pour nous occuper de la créature debout à tes côtés. Son nom est Sarafina, annonça Isidora en sortant de derrière son fils. Les yeux de Fiona s'écarquillèrent légèrement. Isidora. Les rumeurs étaient donc vraies. La reine folle revient. Je n'étais pas folle, dit froidement Isidora. J'étais traquée par la même faction de parias que tu étais censée éliminer, Fiona. Ou as-tu simplement été payée pour détourner le regard ? Attention, siffla Fiona. Il tourna son regard vers Sarafina. Nous sommes ici pour la fille. Hier soir, les relevés énergétiques ont confirmé une signature d'ombre lunaire. Tu connais la loi, Kiran ? Cette lignée est instable. Elle est sujette à la soif de sang. Elle ne peut être autorisée à exister. Elle a sauvé ma mère, répliqua Kiran, frappant la table de sa main. Elle a montré plus d'honneur en 24 heures que ce conseil n'en a montré en 20 ans. C'est une bombe à retardement. Fiona se leva, pointant un doigt vers Sarafina. Regardez-la. Elle ne sait même pas qui elle est. C'est une traîne savate, une orpheline au sang souillé. Mes parents étaient des gens de bien, intervint Sarafina. Sa voix était ferme, coupant court aux éclats de voix. Ils étaient des bêtas de la meute de Silver Creek. Ils sont morts en héros dans la guerre contre les parias. Fiona éclata de rire. C'était un son sec et cruel. C'est ce qu'on t'a dit ? Fiona ricana, regardant les autres anciens. Oh, celle-là est excellente. La pauvre petite orpheline. Il fixa à nouveau Sarafina, ses yeux brillants de malice. Tes parents ne sont pas morts à la guerre, ma chère. Ils ont été exécutés. La pièce sombra dans un silence de mort. Sarafina sentit le sol tanguer sous ses pieds. Quoi ? Le Beta-Silus et sa compagne, dit Fiona, savourant chaque mot. On a découvert qu'ils étaient homoporteurs du gène récessif des gardiens. Nous leur avons ordonné de te livrer pour des études. Ils ont refusé. Ils ont essayé de fuir. Fiona se pencha en avant, sa voix descendant à un murmure qui traversa la pièce. J'ai signé l'ordre moi-même. Nous les avons traqués comme des chiens dans la forêt. Ton père a supplié pour ta vie avant que mes exécuteurs ne lui arrachaient de la gorge. Nous pensions que le bébé était mort dans le chaos. Dommage que nous en ayons raté un. Un rugissement déchira la salle. Mais il ne venait pas de Kiran. Il venait de Sarafina. Ses yeux furent inondés d'une lumière violette. Les ombres dans la pièce commencèrent à s'allonger et à se tordre, répondant à sa rage. Les exécuteurs levèrent leurs lances, terrifiés. « Vous les avez tués », chuchota Sarafina. Sa voix était déformée, doublée par le grondement de la bête. « Et maintenant, je vais finir le travail. » Fiona fit signe aux gardes. « Exécuteurs, elle se manifeste. Éliminez-la. Baissez vos armes !» hurla Kiran, dégainant une épée d'argent d'un support mural. Il se plaça devant Sarafina. « Le premier homme qui bouge meurt. C'est la loi !» cria Fiona. « À moins que... » Il s'interrompit, un sourire maléfique étirant ses lèvres. « À moins qu'elle ne réclame le droit des anciens. » Kiran se figea. Il se tourna pour regarder Sarafina, la terreur dans les yeux. « Non, Fiona, ne fais pas ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarafina, ses yeux violets fixés sur Fiona. « La caverne des âmes, » répondit Fiona. « Une épreuve ancestrale. Si tu es vraiment une gardienne envoyée par la déesse, les esprits de la caverne te reconnaîtront et te laisseront passer. Tu seras purifiée et ton rang sera absolu. Même moi, je devrais m'incliner. Et si j'échoue, alors les esprits consumeront ton esprit. Tu resteras piégé dans un cauchemar pour l'éternité pendant que ton corps se transformera en pierre. » Fiona haussa les épaules. « Ton père a demandé l'épreuve pour se sauver. Il a tenu 3 minutes. »« Sarafina, tu ne peux pas !» supplia Kiran, la saisissant par les épaules. « Personne n'a survécu à la caverne en 400 ans. C'est une condamnation à mort conçue par eux pour effacer les gens comme toi. » Sarafina regarda Kiran. Elle vit la peur dans ses yeux, la peur de la perdre. Puis elle regarda Fiona, l'homme qui avait assassiné ses parents et en avait ri. Elle comprit quelque chose. Tant qu'elle ne serait qu'une compagne ou un loup, Fiona ne cesserait jamais de la traquer. Il enverrait des assassins, utiliserait la politique, détruirait le royaume de Kiran pour l'atteindre. Pour être en sécurité, elle ne pouvait pas être simplement une reine. Elle devait être une divinité. Elle retira délicatement les mains de Kiran de ses épaules. Elle s'avança, les ombres tourbillonnant autour de ses chevilles, comme des animaux domestiques obéissants. « J'accepte », déclara Sarafina. « Sarafina !» hurla Kiran. « J'accepte ton défi, Fiona.
dit-elle, sa voix résonnant d'autorité. « Prépare la caverne. Ce soir, je marcherai dans l'obscurité. Et quand j'en sortirai, » elle laissa ses yeux briller de violet une dernière fois, faisant reculer Fiona de peur. « Je viendrai chercher ta tête. » Voilà un dénouement sous haute tension. Sarafina vient d'accepter l'épreuve la plus mortelle de l'histoire des loups-garous, sachant que l'homme qui a tué ses parents l'observe et n'attend qu'une chose, son échec. Voici ma question pour vous. Pensez-vous que Sarafina a fait le bon choix en acceptant l'épreuve, ou vient-elle de tomber dans le piège de Fiona? Cliquez sur « J'aime » si vous êtes dans l'équipe de Sarafina et commentez « Karma » ci-dessous si vous voulez voir Fiona recevoir ce qu'il mérite. On se retrouve au prochain épisode